Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, la CEDEAO demande la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Une mission de haut niveau composée de chefs d'État bientôt à Bamako pour rencontrer la junte. Il s'est tenu à New York un sommet extraordinaire de l'organisation. La conférence s'est aussi penchée sur la situation en Guinée et l'appel à une durée acceptable de la transition. Les premières dames d'Afrique apportent leur contribution face aux défis de développement du continent. Elles se sont rencontrées à New York en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU, une rencontre à laquelle a pris part la première dame, Dominique Ouattara. Les réflexions ont porté sur le rôle des femmes et des filles dans la promotion de la paix et la sécurité. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire poursuit sa visite en France. Adama Bictogo s'est rendu dans les locaux des deux chambres du Parlement français. Il a eu une séance de travail avec les dirigeants du Sénat et de l'Assemblée nationale. La rencontre a permis de parler de la consolidation des relations de coopération. Et depuis la guerre Russie-Ukraine, les prix du carburant se sont envolés à la pompe. L'Afrique de l'Ouest est touchée par ce déséquilibre. D'Accra à Dakar, en passant par Ouagadougou, le constat est le même. La Côte d'Ivoire fait preuve d'une résilience particulière. C'est le reportage à suivre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce vendredi. Il revient de New York où il a participé à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Avant le séjour aux États-Unis, le chef de l'État était en visite officielle au Vatican. Un retour à Abidjan à suivre avec Jérôme Kofi Abolin. Le président de la République, Alassane Ouattara, de retour en Côte d'Ivoire après quelques jours passés à l'extérieur. À son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët ce vendredi, en début d'après-midi, il a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Thiemoko Méliès-Koné, avec le Premier ministre Jérôme Patrick Haché. Le chef de l'État a regagné Abidjan en provenance de New York, aux États-Unis, où il a pris part à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Session au cours de laquelle le président Alassane Ouattara a pris la parole et plaidé pour la paix dans le monde, en Afrique et surtout dans la sous-région. L'étape de New York, il faut le rappeler, a été précédée par celle de Rome, en Italie, où le président Alassane Ouattara a effectué une visite officielle au Vatican. Une occasion pour le chef de l'État ivoirien d'échanger avec sa sainteté le pape François sur le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Il a également été reçu au cours d'un déjeuner de travail par le président de la République italienne, Sergio Mattarella. Et là-bas à New York, le président de la République, Alassane Ouattara, a participé hier au sommet extraordinaire de la CEDEAO. La rencontre se tenait en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, un sommet consacré à la situation en Guinée et au Mali, convoqué à l'initiative de la présidence bissau-guinéenne de l'organisation. Awa Touré est notre envoyé spécial. New York, 866 UN Plaza, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont retrouvés en session extraordinaire sur la situation au Mali et en Guinée. L'occasion d'échanger sur la question des 46 soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet 2022 à Bamako et d'évaluer la mise en œuvre des chronogrammes de sortie des crises et les recommandations formulées le 3 juillet dernier à Accra sur les transitions en cours au Mali et en Guinée. Les coups d'État ne sont pas acceptables dans l'espace de la CEDEAO. Dans ce contexte, donc, les chefs d'État demandent une période de transition acceptable. Alors, ils ont pris la décision d'appliquer quelques sanctions et les sanctions vont tomber. Et vous allez avoir les détails, mais c'est les décisions que les chefs d'État ont prises. Et pour les soldats ivoiriens au Mali, les chefs d'État, ils désapprouvent l'arrestation et ils demandent la libération immédiate, sans condition, des soldats. Et aussi la responsabilité des autorités maliennes
sera engagé si, par exemple, quelque chose arrive aux soldats qui sont en détention et ils ont décidé de former un comité de haut niveau composé du président du Ghana, du Sénégal et du Togo pour une mission de haut niveau à Bamako très bientôt. Les dirigeants de la CEDEAO ont également examiné les conclusions du rapport de son médiateur désigné, Thomas Yahi Boni, avant de prendre des sanctions supplémentaires contre la Guinée. Et toujours en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la première dame Dominique Ouattara a participé hier à un événement de haut niveau de la mission de paix des premières dames d'Afrique. L'événement s'est déroulé au sein de la mission diplomatique de la République fédérale du Nigeria. Elles ont évoqué le rôle des femmes et des filles dans la promotion de la paix et de la sécurité. Mahama Traoré. Dominique Ouattara, motivée une fois de plus pour la cause des femmes africaines. Depuis New York, la première dame de Côte d'Ivoire se joint à ses sœurs membres de la mission de paix des premières dames d'Afrique, MIPREDA, pour statuer sur le rôle des femmes et des filles dans la promotion de la paix et de la sécurité. Une rencontre d'échange tenue en marge des travaux de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. À son tour de parole, Dominique Ouattara ne manque pas de partager sa foi en la femme africaine. Notre continent recèle de femmes leaders, disposant de capacités intellectuelles et de compétences solides pour occuper des postes de décision importants dans la société. Il nous revient de mettre tout en œuvre pour leur permettre d'exercer pleinement leur rôle dans la consolidation de la paix et dans la prise de décision à tous les niveaux. Ce message d'engagement lancé à ses consoeurs, la première dame de Côte d'Ivoire partage son expérience personnelle de promotion de la gente féminine. Celle fondée sur la contribution à leur autonomisation financière avec le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, qui compte à ce jour plus de 325 000 bénéficiaires. Les témoignages que nous recevons de nos bénéficiaires sont éloquents. En effet, nos sœurs devenues financièrement autonomes nous racontent qu'elles sont aujourd'hui des personnages incontournables au sein de leur communauté et qu'elles sont consultées pendant les prises de décision. C'est ainsi que lors des crises post-électorales que notre pays a traversées, les femmes ont joué un rôle majeur dans le règlement des conflits. Elles ont été aussi celles à qui j'ai confié la mission de calmer les tensions et prôner l'union et le vivre ensemble dans les villes et villages en adressant des messages d'apaisement à leurs époux et à leurs fils. Créée en 1997, la mission de paix des premières dames d'Afrique est dirigée actuellement par Aïcha Bouhari, première dame de la République fédérale du Nigeria. Elle a été portée à la tête de cette institution en novembre 2021 lors de la 9e Assemblée générale tenue à Abuja, au Nigeria. Et on va rester à l'ONU. Une œuvre littéraire retrace les contributions du pays, la Côte d'Ivoire, au Conseil de sécurité des Nations unies. C'est un ouvrage qui vient de paraître sous les plumes d'Alcide Djedje et le chercheur Alexandra Novoselov. Un livre qui met en lumière l'apport et la disponibilité du président Alassane Ouattara à résoudre les conflits à travers ses actions au sein de l'ONU. Andila Diallo, Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations unies. Un ouvrage écrit par le ministre Alcide Djedje et le chercheur Alexandra Novoselov qui démontre la contribution de la Côte d'Ivoire de 1960 à 2019 aux actions de paix menées dans le monde. C'est déjà une très belle initiative d'avoir documenté dans un livre cette expérience et cette contribution de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité au fil des années. Je crois que ce livre montre à la fois l'importance que la Côte d'Ivoire a jouée au Conseil de sécurité, dans la gouvernance mondiale au cours de ces décennies. Cette œuvre de 4 chapitres et de 283 pages présente les 3 mandats de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations unies. L'auteur partage l'expérience diplomatique de la Côte d'Ivoire et espère passer le relais à la nouvelle génération de diplomates ivoiriens. Ce livre est un prétexte pour rendre hommage à 2 leaderships. D'abord le leadership de la communauté internationale et le leadership
de la Côte d'Ivoire, du gouvernement ivoirien, à volonté politique du président Alassane Ouattara. Sans appui de la communauté internationale, un pays ne peut pas sortir seul de la crise. La Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies, 1960-2019, est un livre à la fois pédagogique et didactique. Il est destiné aux étudiants, aux enseignants et à l'ensemble du grand public mordu de questions de diplomatie et des relations internationales. Et on se rend en France. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire était dans les deux chambres du Parlement français. Une séance de travail au Sénat et à l'Assemblée nationale avec les dirigeants de ces deux institutions. Ces rencontres ont permis d'évoquer la consolidation des relations de coopération. Le reportage de notre envoyé spécial à Paris, Herman Guivet. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, reçu au Sénat français, accueilli par le président du Sénat français, Gérard Larcher. Adama Bictogo et son hôte posent devant les caméras pour la postérité. Échange de civilité suivi de l'entame des sujets à l'ordre du jour de cette rencontre. L'ambiance est conviviale. Au terme d'une quarantaine de minutes d'échange, direction l'une des salles du Sénat français, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, appose sa signature dans le livre d'or de l'institution et y inscrit des mots qui célèbrent l'excellence des relations entre les deux parlements. Je retiens l'engagement de nos deux institutions, Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et Sénat de la République française, à bâtir des liens solides de coopération au profit des intérêts de nos deux peuples, français et ivoiriens. Merci, Monsieur le Président. Autre moment fort de cette rencontre, la visite guidée du Sénat français. L'art baroque, dans toute sa splendeur, s'offre au regard des visiteurs, y compris de celui du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo. Des bustes aux témoins de l'histoire du Parlement français ornent les couloirs du Sénat, les célèbres angelots de l'ère médiévale qui reposent à l'ombre des peintures qui abritent les effigies de Jeanne d'Arc, Napoléon Bonaparte et autres héros de la civilisation française accompagnent les visiteurs du regard. Voici l'ancêtre du fax. Les députés membres de la délégation de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sont stupéfaits de découvrir l'ingéniosité avec laquelle travaillaient les parlementaires français de l'époque. Le président de l'Assemblée nationale et sa délégation marquent une halte devant la copie originale de la Ve République. Le document ne souffre d'aucune ride. Notre entretien a été très fructueux parce que nous avons abordé les sujets d'actualité. Cette visite guidée nous a permis non seulement de découvrir le Sénat, d'apprécier la grandeur de la France, mais surtout de nous inspirer du fonctionnement du Sénat et de mettre en place un pont entre le Sénat et le Parlement ivoirien, à l'effet de pouvoir donc disposer, nous, Côte d'Ivoire, bénéficier de la grande expérience de la France, mais en retour aussi, qu'ils puissent bénéficier de notre expérience. L'excellence des relations entre le président Emmanuel Macron et le président Alassane Ouattara font que notre présence ici s'inscrit donc dans cette dynamique de relations déjà fortes, étroites. Il est plus que important, je dirais même pressant, que la Côte d'Ivoire et la France renforcent encore le lien et que nous organisions ensemble nos visions. Cap est ensuite mis sur l'Assemblée nationale française. Adama Bictogo rencontre Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, pour un tête-à-tête. Nous allons donc mettre en place un protocole d'accord, porté sur des sujets, de telle sorte que nos commissions puissent se rencontrer, à l'effet donc de consolider cette relation existante. Nous avons convenu, les deux assemblées, de conjuguer nos efforts à l'effet d'accompagner les différents exécutifs sur des sujets de grande crise. Nous sommes dans l'attente de bénéficier de leur expérience en tant qu'assemblée ancienne et en plus de vécu que notre assemblée en Côte d'Ivoire. Prochaine étape de cette visite du président de l'Assemblée nationale en République française, le Quai Branly.
activités parlementaires se poursuivent ici en Côte d'Ivoire. Loin Yamoussoukro, au Sénat, le président de la Chambre haute du Parlement, Jano Aoussou Kouadio, a reçu en audience le Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire. Ces jeunes sont lauréats du prix national d'excellence 2022. Ils ont été exhortés à contribuer au renforcement de la cohésion et au rayonnement du pays. Le reportage de Kader Sogodogo. Il est 12h30 à GMT lorsque Jano Aoussou Kouadio, président du Sénat, reçoit au siège de son institution le Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire, auréolé par sa récente distinction avec le prix d'excellence 2022 du président de la République dans le domaine du volontariat et du bénévolat. Un prix qui est présenté au président de la Chambre haute. Le faisant, les jeunes du Sénat de Côte d'Ivoire veulent avoir le soutien du président Jano Aoussou Kouadio pour poursuivre leurs actions. Nous sommes le Sénat des jeunes, pas pour contrôler l'action gouvernementale, Monsieur le Président, mais nous souhaiterons être des ambassadeurs de votre institution pour permettre de faire la promotion de cette belle institution au sein de notre génération. Tout en félicitant ces jeunes pour le prix d'excellence 2022, Jano Aoussou Kouadio les a invités à continuer de travailler d'arrache-pied pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Alors continuez à servir. La rétribution viendra un jour. Chers jeunes, je vous exhorte à la cohésion. Demeurez entre vous, soyez forts. Vous avez toutes les bénédictions de tous les sénateurs de Côte d'Ivoire. Le Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire comprend 820 sénateurs répartis dans 28 régions du pays. Les parlementaires des pays membres de l'UMOA étaient réunis à Cotonou, au Bénin. Les travaux de la 32e session du comité de l'Union ont porté sur la lutte contre les produits de santé de mauvaise qualité et falsifiés. Ces élus appellent à prendre donc des décisions pour protéger les populations. On le voit avec Abou Sanogo. Pour les députés membres des parlements des 8 États de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il faut de grandes décisions pour lutter efficacement contre les produits de santé de qualité inférieure et falsifiés au sein de l'Union. Et sur le programme régional de formation professionnelle, nouvelle dynamique de collaboration entre acteurs régionaux. Nous avons compris qu'au niveau de l'Union, il reste encore beaucoup de choses à faire et que nos gouvernants doivent prendre à bras le corps cette préoccupation qui n'est plus un point à démontrer. Dans nos États, à travers les communications que nous avons eues, vous aurez dû comprendre qu'au niveau des problématiques en ce qui concerne les produits de pharmacie de qualité inférieure et falsifiés, qu'il y a une absence de prise de décision forte au niveau des gouvernants. Un plaidoyer et des recommandations sont attendus par les dirigeants de l'espace communautaire pour le bien-être des populations des pays membres de l'Union. Notons que la 32e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA sera suivie le lundi prochain d'un atelier de renforcement des capacités des élus membres de cette organisation sous-régionale. Le comité interparlementaire est un organe de contrôle démocratique. Il constitue une véritable représentation des populations de l'UEMOA dans leur diversité culturelle, intellectuelle et professionnelle. Et on parle aussi de la lutte contre la Covid-19. Voici le point de ce soir. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 29 nouveaux cas de Covid-19, 24 guéris et 0 décès. À la date du 23 septembre 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 87 123 cas confirmés, dont 86 234 personnes guéries, 823 décès et 66 cas actifs. Au total, 18 707 425 doses administrées contre la Covid-19. Et depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, les prix du carburant à la pompe se sont envolés. Il n'y a pourtant pas eu de rupture d'approvisionnement, mais les acteurs ont préféré artificiellement faire monter la demande et les coûts aux grandes dames des zones de consommation. Les prix ont pris l'ascenseur partout, notamment dans la sous-région. Dakar en passant par Ouagadougou, c'est la même danse. Dans la fièvre généralisée, Abidjan fait preuve d'une résilience particulière. Prix du carburant, ça augmente. La Côte d'Ivoire résiste. Un reportage de Lancine Bakayoko qui a fait le tour de certaines capitales.
continue des prix et parfois pénurie de carburant. À Accra, c'est le sujet brûlant du moment. Et cette station d'essence, au cœur de la capitale ghanéenne, symbolise à elle seule ces deux problématiques. À cause du rationnement, Joris, taximène, n'a pu être servi. C'est comme ça notre quotidien depuis quelques mois. Si vous ne vous réveillez pas tôt, pas sûr de pouvoir avoir du carburant. Vraiment difficile. Je me demande quand est-ce que nous allons faire pour sortir de cette situation déprimante. Non seulement ce n'est pas facile d'avoir de l'essence, quand la chance vous sourit, ça coûte bien trop cher. La recette, c'est comme la loterie. En cause, les prix exorbitants. Presque 1000 francs le litre de gazole, contre 795 francs le super sans plomb. Les autorités ghanéennes accusent la crise russo-ukrainienne, aux grandes dames des transporteurs qui se disent désabusés. Oui, il est vraiment dommage que le gouvernement s'abrite toujours derrière cette crise russo-ukrainienne. Un conflit à plus de 10 000 km. Bon, à cette allure, pas de perspective pour l'économie ghanéenne. Mais les premiers à prendre les pots cassés, ce sont les usagers. 1000 francs, c'est à ce prix que Dairou achetait son ticket pour rejoindre sa ville de Winneba. Aujourd'hui, il en faut le double. Nous, les voyageurs, ne sommes pas du tout contents parce que c'est trop cher. Si vous êtes travailleur, vous touchez combien pour pouvoir voyager? Combien de fois vous allez voyager pendant l'année? Pour aller à Ouar, revenir ici, tout si vous faites des affaires, c'est beaucoup plus grave. De l'autre côté de la frontière au Burkina Faso, les autorités publiques multiplient les actions pour contenir les prix et la disponibilité du carburant. Cet après-midi, visite des installations de la Société nationale en charge des hydrocarbures. Malgré les assurances, la pompe explose. 2 hausses successives en moins de 3 mois. Le super, c'est désormais 750 et 675 francs pour le gazole. Les usagers sont à la peine. Si le carburant monte, ça joue énormément sur nous. Donc si ça monte, évidemment, ça augmente notre coût de revient. Au Burkina Faso, les prix à la pompe sont subventionnés. Mais dans ce pays, confronté à de sérieux défis sécuritaires, les engagements liés à ces subventions ne sont pas nécessairement respectés, provoquant une certaine inquiétude chez les marketeurs. C'est le cas au siège de cette compagnie pétrolière basée à Ouagadougou. C'est vrai que le gouvernement y fait beaucoup d'efforts en faisant la péréquation. La question que nous tous on se pose et qu'on se demande si les prix continuent à flamber, est-ce que le gouvernement pourra continuer la péréquation et jusqu'à quel niveau? Inquiétude, c'est également le sentiment de beaucoup de Sénégalais rencontrés dans les rues de Dakar, comme ce conducteur de taxi qui nous transporte de Sacré-Cœur à la gare routière de Colobane. Tu dépenses combien de carburant par jour? Avant, c'est de 10 000, 11 000, 12 000, 12 500. Et maintenant? Mais ici, maintenant, les mamans là dépensent 20 000 ou bien 18 000. C'est beaucoup d'argent, c'est trop cher. Au Sénégal, l'essence se vend à 890 francs le litre, contre 655 francs pour le diesel. Ce sont les montants issus des dernières augmentations qui datent seulement de juin. Les clients, à chaque fois, ils sont en train de dire que le transport, c'est trop cher. Actuellement, partout au Sénégal, quand il achète ici à prix de 50 francs, demain, quand il vient, on augmente ça. Si on peut diminuer ça, le prix du transport ou bien le prix du carburant, ça sera mieux, quoi. Depuis la crise russo-ukrainienne, le gouvernement sénégalais a déjà dépensé au moins 100 milliards de francs CFA au titre des subventions en faveur des produits pétroliers. Et si la subvention est maintenue, ce sera au moins 200 milliards de francs CFA qui seront dépensés par le gouvernement du Sénégal. Pas si sûr, puisque les autorités avec lesquelles nous avons échangé ont affirmé qu'elles ne pouvaient pas se permettre une nouvelle subvention. Selon ce spécialiste des hydrocarbures basé à Dakar, la note aurait pu être beaucoup plus salée si le gouvernement n'accordait pas de subventions. Cet effort est appréciable par les populations et pour nous, acteurs du monde du travail et acteurs sociaux. Mais jusqu'à quand l'État peut tenir? C'est ça la grande question. Dakar mise sur la mise en exploitation des gisements découverts dès 2023.
À l'inverse de la quasi-totalité de ses voisins, la Côte d'Ivoire pratique des tarifs moins élevés. À la pompe, l'essence revient à 735 francs et le gazole à 615 francs. Un énorme sacrifice pour l'État avec un manque à gagner qui atteindra les 555 milliards de francs CFA à fin septembre. Malgré les déficits qui s'accumulent, des mesures sont prises pour préserver le pouvoir d'achat des populations. Mieux, la disponibilité du carburant est garantie avec des stocks importants. Le produit est disponible en Côte d'Ivoire, partout ailleurs. Il a été question de rupture, de rationnement. Et la question n'était même pas, je dirais, le prix du produit, combien ça coûte. La question c'était plutôt quand est-ce qu'on aura du gasoil, quand est-ce qu'on aura de l'essence. C'est ce qui s'est passé autour de nous. Mais en Côte d'Ivoire, grâce à la CIR, on n'a pas connu ce phénomène. Le prix à la pompe est administré et le gouvernement en fixe le niveau en début de chaque mois en fonction de 4 principaux paramètres. Le coût du pétrole et de son raffinage, le coût de son transport, la marge du distributeur et enfin les taxes nationales. Avec cette situation de crise ukraino-russe, l'État a décidé de ne pas appliquer la réalité des prix des cours internationaux. On avait craint un impact négatif sur nos volumes. On va dire, quand on compare la période concernée en 2022 par rapport à la même période l'année dernière, nous sommes plus ou moins, on va dire, en phase. Selon les experts, si la Côte d'Ivoire, qui pratique aujourd'hui les prix les plus bas de la région, devrait appliquer la réalité du marché, le litre de super se négocierait autour de 906 francs contre 1014 francs pour le gazole. En attendant, la subvention va représenter au moins 760 milliards de francs CFA à fin décembre 2022. Un geste de haute portée sociale, mais jusqu'à quand? Prix du carburant, ça augmente. La Côte d'Ivoire résiste. C'était un reportage de Lanciné Bakayoko. Et il n'y a pas que le carburant qui préoccupe, la qualité du service de la téléphonie mobile aussi. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, a rencontré les opérateurs pour en discuter. Ils ont fait le point sur les dispositions prises pour améliorer l'offre. Jean-Marc Djadji. Opérateurs de la téléphonie mobile et instance de régulation des télécoms autour d'une table ronde avec le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly. La qualité des services est le sujet principal sur lequel doivent délibérer les acteurs du secteur et la tutelle. À ce jour, des taux élevés d'échecs d'appels, de SMS et des difficultés d'accès à Internet sont constatés par les usagers. Des causes proches et lointaines sont évoquées. Conscients de ces problématiques, les opérateurs de la téléphonie mobile restent optimistes. Il y a des causes qui sont bien entendu d'exogènes, qui sont des causes qui ne sont pas imputables aux opérateurs et qui sont liées à la fourniture d'énergie dans un certain nombre de zones du pays ou à la coupure des câbles de fibre optique puisque les réseaux sont reliés avec de la fibre optique entre elles. Donc, ce qui fait, avec les travaux routiers qui se passent, plus ces constructions d'immeubles et les chantiers qui se passent, il est normal que les réseaux soient affectés par ça. Donc ensemble et collectivement, on a essayé de trouver les voies et moyens de minimiser la peine. Des dispositions sont prises par les services compétents du ministère de la Communication et de l'économie numérique. Améliorer la qualité des services de la téléphonie mobile implique des actions conjointes, selon le ministre Amadou Koulibaly. Les responsabilités ont été situées. C'est une première rencontre. Il y a des intervenants dans cette problématique que nous devons associer. Il s'agit essentiellement du ministère de la Construction. Il s'agit également du ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Et il s'agit donc pour les questions d'énergie, du ministère de l'énergie, des mines et du pétrole. Le marché de la téléphonie mobile enregistre au premier trimestre 2022 plus de 46 millions d'abonnés et plus de 22 millions d'abonnés à Internet mobile, selon l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Et parlons de promotion du genre, un séminaire évaluation de l'intégration du personnel féminin dans les effectifs de la gendarmerie nationale à Yamoussoukro. C'est la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, qui a ouvert les travaux. À ce jour, elles sont 371 à avoir intégré la maréchaussée. Kader Sogodogo.
Des femmes gendarmes, une réalité en Côte d'Ivoire depuis le 14 octobre 2014. 8 ans après, la gendarmerie nationale évalue cette présence féminine en son sein. Une femme pour représenter le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, plante le décor. Presque un aveu. En 2014, la première dame est montée au créneau, appuyée de ses sœurs, mesdames les ministres, d'autres responsables de la République. La gendarmerie a tenté de résister afin que le personnel féminin n'y soit pas accepté. Mais prenant son marteau de commandement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a tapé sur la table et a dit « Je décide qu'à compter de ce jour, le personnel féminin sera recruté au sein de la gendarmerie nationale. » Les femmes seront à l'œuvre dans tous les secteurs pour contribuer à l'essor de la Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de rendre un hommage appuyé à mes sœurs, à mes filles qui ont décidé d'embrasser cette noble coopération. Ces femmes courageuses brisent ainsi les tabous et les stéréotypes selon lesquels certains métiers sont fermés aux femmes et aux jeunes filles. La Grande Muette comptabilise à ce jour 371 femmes, dont 11 officiers. Certaines parmi elles ont pu montrer leur savoir-faire à travers des exercices bien maîtrisés. Les 18 et 19 août dernier, une tornade s'abattait sur Mainfla, village situé dans la zone de Zouenoula, 6000 âmes. Heureusement, il n'y a eu aucune perte en vie humaine, mais 256 maisons détruites et des centaines de familles sans abri. Mainfla a reçu la compassion, le réconfort et la solidarité du gouvernement. Les ministres Belmond Dogo et Epifane Zoro ont remis un don d'une valeur de 24 millions de francs CFA aux populations. Le reportage de Léon Brou. Maisons en partie ou même entièrement rasées, murs écroulés, toits emportés ou endommagés. Mainfla, dans la commune de Zouenoula, région de la Maraoué, porte encore les griffes de la tornade des 18 et 19 août dernier. Chez moi, presque toute la toiture était partie. On a essayé de réparer plutôt une partie pour que les gens puissent dormir. Il n'y a pas eu de mort. Sur les lieux pour apporter aux populations le réconfort et la compassion du gouvernement, les ministres de la Solidarité et de la Promotion de la bonne gouvernance, Epifane Zoro-Bibalo et Miss Belmond Dogo, peuvent apprécier l'ampleur des dégâts, 256 habitations endommagées, dont 60 entièrement cassées, des dizaines de familles sans abri encore hébergées par des proches, un élan de solidarité salué par la tutelle. En réalité, vous venez de démontrer que les valeurs de solidarité et d'entraide chères au président de la République sont une réalité à Mainfla. Soyez-en rassurés, l'État ne vous abandonne pas. Et de manifester sa solidarité aux populations, le gouvernement fait don de vivres et de non-vivres d'une valeur de 23 750 000 francs CFA. Le président de la République s'est engagé à faire en sorte que la politique que nous faisons, toutes les actions de développement que nous faisons, l'homme soit au cœur de la politique gouvernementale. Et les actions de la ministre de la Solidarité sont bien la matérialisation de cette vision. Mainfla, c'est 6 villages en un pour environ 6 000 âmes, à qui les émissaires du gouvernement se sont montrés fermes. Renforcer la solidarité par la réhabilitation effective des maisons des sinistrés les plus démunis ou par la réalisation de biens communautaires.
Et dans le reste de l'actualité en République centrafricaine, la Cour constitutionnelle invalide le décret présidentiel qui avait créé un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. Ce projet très controversé est largement débattu dans le pays. L'opposition accuse le président Faustin Archange Touadéra de vouloir modifier le texte pour briguer un troisième mandat. Pour la Cour, ce décret est illégal. Les juges estiment, entre autres, que pour enclencher un processus de réforme constitutionnelle, il a besoin d'un Sénat. Or, le Sénat n'a toujours pas été mis en place. À l'issue de ce verdict, plusieurs centaines de personnes pro-réforme se sont rassemblées devant la Cour avec des pancartes très hostiles. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre et les casques bleus de la MINUSCA. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h. Ce soir, le sage nous apprend que l'œuf ne doit pas se retrouver sur la même piste de danse que la pierre. Dieu le voulant, on se retrouve demain.